Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. L'atelier de formation des jeunes et adultes organisé par le Mojitag se poursuit à la Maison des Jeunes à Taouya. L'objectif visé par les initiateurs est de booster les actions mises en place par le CNRD depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre 2021, compte rendu à suivre dans ce journal. Un jeune d'une trentaine d'années a été retrouvé mort la soirée dernière à Boulbinet, dans la commune de Kaloum. Selon les témoignages recueillis sur place, la victime aurait consommé la drogue couche tout près du débarcadère du port. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, les élections aux États-Unis d'Amérique débutent ce 5 novembre pour la présidence de cette année. L'étau reste serré entre les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, et incite toujours les électeurs à voter massivement. Alexandrine Olognon nous rejoindra dans ce journal depuis les États-Unis pour les premières informations. C'est tout pour les titres. Le mouvement des jeunes de Taouya vient d'initier une série de formations à l'endroit des jeunes et adultes du quartier. L'idée derrière cette organisation est de vulgariser les actions mises en œuvre par le président de la transition depuis le 5 septembre 2021, mais aussi encourager la jeunesse de ce quartier à prendre leur destin en main. Larouatou Bari et Lansana Camara pour le compte rendu. Placé sous le thème citoyenneté et patriotisme, la formation des jeunes et adultes de Taouya se déroule normalement à la Maison des jeunes de Taouya. Le président du Mojitag nous parle des objectifs de cette formation. L'objectif de cette formation aujourd'hui est de vulgariser ce que le général et le CNRD ils ont abattu comme travail depuis le 5 septembre. Donc nous, le Mojitag, nous nous investissons dans cette optique pour montrer à la jeunesse qu'aujourd'hui, il est temps de se réveiller, de se lever, travailler main dans la main pour qu'enfin nous puissions donner une force à cette équipe. C'est ça l'objectif du Mojitag. Plus loin, le secrétaire général du mouvement patriote nous parle d'où l'idée d'organisation est venue. Au fait, on a initié les séries de formations, c'est parce qu'il y a eu une analyse de la situation des jeunes de Guinée. Au fait, on a passé dans les universités, mais par rapport à la formation académique qu'on a eue, mais ça nous manque la formation professionnelle. Donc il faut voir quel est au fait, un terrain d'entente, faire l'analyse et trouver la solution, organiser rapidement le renforcement en capacité des jeunes de Guinée. Donc on a commencé le lancement le 23 octobre et nous poursuivons notre agenda de travail. On a organisé des séries de formations dans les 14 communes de Conakry, du Grand Conakry. Donc on a commencé le lancement depuis Kaloum. Notre objectif, c'est atteindre 700 jeunes dans le Grand Conakry et voire même à l'intérieur du pays. Parce que vous ne savez pas sans savoir que la Guinée aujourd'hui, si on n'est pas bien formé avec l'initiative de l'an 2040 du président de la République, si tu n'es pas bien formé, je crois que la chance va nous échapper. Et c'est le bon moment d'être formé et pour attendre les opportunités. L'une des bénéficiaires se réjouit déjà de l'initiative. Bon, selon ce que j'ai compris de la formation, on veut nous apprendre déjà c'est quoi nos lois ici. Parce que nous-mêmes, on est là, mais nos lois, on ne connaît pas. On sort, on crie, on fait tout. Mais selon ce qu'on nous apprend ici, ce que moi j'ai compris, c'est comment nous-mêmes on peut se comporter, tu vois, chez nous, pour y contribuer au développement de chez nous-mêmes. Pour changer, il faut que nous-mêmes on change. Si nous-mêmes on comprend comment on vit ici, comment on doit faire, je pense que tout ira bien. Il faut rappeler que les deux mouvements comptent former plusieurs jeunes pour atteindre leur objectif, qui est celle de vulgariser le travail abattu par le CNRD. C'est un reportage signé Lauratou Diallo et Lansana Camara. C'est un ouf de soulagement pour la population de Dabola. La radio nationale de la préfecture vient d'être relancée après plus de 10 ans d'absence grâce au leadership du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de l'Information et de la Communication. La nouvelle est très bien accueillie par certains hommes de médias, n'est-ce pas Fatoumata Ramsaleno et Mamadi Sangari?
Après plus de 10 ans d'absence sur la liste des fréquences guinéennes, la radio nationale de la préfecture de Dabola vient d'être rétablie grâce aux efforts du ministère de l'Information et de la Communication Fana Souma, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Le directeur général par intérim des radios rurales de Guinée donne sa grille de lecture par rapport à cette nouvelle. Je voudrais d'abord préciser que nous gérons la radio rurale de Guinée. Nous avons 36 stations qui émettent à travers le pays et Dabola que vous abordez aujourd'hui fait partie des stations de radio rurale communautaire qui animent des émissions de développement à l'endroit des populations. Et selon les informations remontées du terrain, le ministre de l'Information et de la Communication, lors de sa tournée en Haute-Guinée, avait promis à la population de Dabola de rétablir la radio nationale. Pas plus qu'hier, nous avons eu des informations venant de Dabola que la radio nationale a repris les émissions après 20 années d'interruption. Plus loin, notre interlocuteur rappelle la satisfaction de la population de Dabola qui bénéficie de nouveau d'une radio nationale. Cela a fait du plaisir à toute la population et nous avons même eu les informations venant du Sotikemo qui a béni pour le ministre de l'Information et de la Communication, son Excellence Fana Souma, et le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui a demandé au ministère de l'Information et de la Communication de transporter les ondes des médias d'État dans toutes les familles de la République de Guinée. C'est un ouf de soulagement pour les Dabolaka d'avoir aujourd'hui accès aux informations de la radio nationale après la préfecture de Kouroussa et Labé, grâce à la bonne volonté du ministère de l'Information et de la Communication, avec pour fréquence la 94.4. Dans un autre registre, certains fonctionnaires d'État étaient cet après-midi devant le ministère de la fonction publique. La présence de ces derniers vise à interpeller les autorités sur leur situation. Ils disent avoir passé plus de 10 mois, sans salaire. Ils plaident les autorités à régulariser leur cas et sont au micro de Mohamed Sangaré et Souleymane Souma. Il y a une réforme qui a été mise en place. En ce qui concerne le ministère de la fonction publique, un fichier a été créé, FUCAS. Ça, c'était pour connaître le nombre de fonctionnaires et de connaître la masse salariale. Donc, le ministère de la fonction publique, à travers FUCAS, ont entamé un recensement des fonctionnaires. Cela a été fait. Nous avons reçu nos cartes, nos récépissés. Mais malheureusement, au mois de décembre, nous nous sommes réveillés avec nos bulletins 00. Nous avons fait des réclamations au niveau de nos DRH. Nous demandons à ce que le gouvernement essaie quand même de voir notre cas. Ça fait très mal, nous sommes des Guinéens et nous avons fondé nos familles. Beaucoup d'entre nous, les femmes ont fui. Beaucoup d'entre nous ont été chassés de leur domicile. Imaginez, vous faites 9 mois, 10 mois sans salaire. Vous vivez dans une maison en location. Ça fait très mal. Beaucoup ont reçu les messages de déblocage, mais ils sont partis à la banque sans rien. C'est ce que nous ne comprenons pas. D'une actualité à une autre, un corps sans vie et non identifié a été retrouvé ce lundi soir au quartier de Boulbinet dans la commune de Kaloum. Selon les témoignages recueillis sur place, ce jeune âgé d'une trentaine d'années aurait consommé une drogue appelée couche dont les effets ont occasionné sa mort. Bintou Touré et Sedouba Donas Gallo nous en disent plus. C'était aux environs de 21h ce lundi que le corps d'un homme âgé d'une trentaine d'années, non identifié, a été découvert au quartier de Boulbinet dans la commune de Kaloum. Après l'examination du corps par la police technique et scientifique, ce jeune aurait consommé de la couche, ce qui aurait causé sa mort. Nous avons essayé de l'examiner sur place et nous ne retrouvons aucune trace de maltraitance. Mais sur lui et autour, nous avons retrouvé des alcools frelatés. Nous avons constaté qu'il a une bouche, les dents serrées et probablement il a avalé la langue. Alors les riverains nous disaient qu'ils l'ont vu venir aux environs de 21h en courant. Il tenait sa langue. Donc les gens ne savaient pas quoi. Il est tombé ici, à cet endroit où il a rendu l'âme. Alors, le procureur fut informé, il nous a ordonné d'envoyer le corps de la victime
à la médecine légale pour des examens complémentaires. Le secrétaire administratif du bureau du quartier de Boulbini et de la police scientifique invite la population guinéenne à une collaboration pour dénicher ces consommateurs de drogue et les autorités guinéennes à la démolition des bases sans aucune utilité situées au débarcadère du port de Boulbini. Demandons à l'autorité, c'est-à-dire éradiquer tous ces genres-là, parce que ça ne donne pas l'image de notre quartier. Tous ces consommateurs, vous les voyez, vous ne les reconnaissez pas. Ils se déplacent d'un point et ils viennent ici simplement pour consommer. Nous demandons à l'autorité, nous savons qu'ils sont en train de fournir beaucoup d'efforts, mais nous demandons à l'autorité encore de renforcer cet effort-là ensemble pour que nous luttons. Nous voulons qu'ils viennent ici. Tout l'entourage là, tout au bord de la route là, tout ce qui n'est pas égal là, de l'enlever, d'enlever tout. Parce que c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas que ça là, ça se répète encore ici dans notre quartier. Nous allons profiter de vos micros pour lancer un appel aux endroits de la population. Et nous sommes des forces de l'ordre. C'est notre devoir. On ne se fatiguera pas de faire ça là. Mais c'est un phénomène qui est en train de nous indiguer. C'est un phénomène qui est en train de nous envahir. Généralement, la couche juvénile. Si on ne s'implique pas, la population ne nous aide pas, puisqu'ils sont là, ils prennent sa couche à ciel ouvert. Vous voyez, dans les endroits là, à ciel ouvert, dès 18h là, les vendeurs viennent s'installer. C'est là-bas ils vendent de la couche, la nouvelle grosse, c'est là-bas on vend les alcools frelatés. Est-ce que vous voyez? Donc la population doit nous aider. Ils doivent passer des appels informés pour qu'on puisse réagir à temps pour endiguer ce phénomène-là. Sinon ça risque de décimer la jeunesse de Conakry. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, la victime n'avait pas été identifiée puisqu'elle ne portait aucune pièce d'identité sur lui. Les pick-up des agents de la police technique et scientifique étaient présents sur les lieux pour continuer à examiner le corps. Ce soir, nous irons à la découverte d'un village historique de la Guinée appelé Fugumba, l'une des provinces du Fouta Djallon, qui d'ailleurs était considérée comme la capitale religieuse à l'époque lors de notre immersion dans ce lieu de ressourcement musulman. Nous avons rencontré certains habitants qui nous ont expliqué l'histoire de cet endroit religieux qui servait de couronnement aux almamis du village. Tenez-vous bien, cet ancien village est riche en enseignements. Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari, reportage. Considéré de nos jours comme un patrimoine mondial, Fugumba est une habitation historique installée au Fouta, reconnue autrefois comme la capitale religieuse du Fouta théocratique. Ce lieu riche en histoire et en ressourcements musulmans servait d'office de parlement et de couronnement à l'endroit des différents trôniers, comme pour dire que c'est ici était couronné le futur almami de 9 turbans représentant les 9 provinces de Fouta Djallon. Donc vous êtes arrivé à Fugumba. Fugumba, c'est un village historique. Fugumba est la capitale religieuse du Fouta théocratique. Et en plus d'être la capitale religieuse, elle faisait office aussi de parlement. Donc le Fouta Djallon qui était divisé en 9 diwés. Les diwés, c'est les provinces. Et les 9 provinces, Fugumba est la capitale religieuse. Timbre est la capitale administrative, ça fait 2. Il y a Bouria, il y a Fodé Hadji, il y a Kebali, il y a Timbi, il y a Kolade, il y a Koni et il y a Labi. Donc c'est les 9 diwés. Et à côté de cette case se trouvait une autre qui servait de salle d'attente et d'accès. Historiquement, le Fouta Djallon était divisé en 9 provinces et dans ce village existait un modèle d'organisation sociale dans lequel il y avait l'alternance de pouvoir. Symbolique et sacré, plusieurs enseignements sont tirés de cette habitation traditionnelle. Il y a eu 14 almanis. Parmi les 14 almanis, le couronnement se faisait ici. Chez nous ici. Et parmi les 14 almanis, parce que c'était un modèle d'organisation sociale en avance sur son époque, il y avait l'alternance. Le premier almani, Karamoko Alpha, le deuxième almani, c'est le Maodo. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a une alternance entre les Souria et les Alfaya. Et parmi les 14, il y a eu 7 de chaque côté. Et actuellement, la case que nous avons ici a été présentée comme un site pour le patrimoine mondial. Et nous remercions très sincèrement le ministère de la Culture, le gouvernement guinéen qui a fait en sorte que la case de couronnement de Fugumba soit parmi les 5 sites témoins présentés à l'UNESCO. Quand on choisit l'Almami, normalement la candidature vient à Bouria. C'est de Bouria qu'on envoie
Le candidat, c'est ça la salle d'attente qui est là avant le couronnement. Le couronnement aussi, c'est les turbans des 9 divers qui représentent les provinces. On commence par le turban de Fugumba, on termine. Mais l'Almami reste pendant 9 jours ici. Et chaque matin, on enlève un turban. Quand ça reste le turban de Fugumba, on fait une délégation qui l'accompagne jusqu'à Timbo, parce que c'est là-bas, qui est la capitale administrative. Charlie, s'il vous plaît, quand il y a les trois portes là. La sécurité de ces 3 portes là, s'il vous plaît. Après avoir célébré ses 532 ans, comme l'indique le conservateur de la case, cette habitation religieuse reste toujours inchangée suite aux instructions données par les dévanciers. Cette case, selon eux, nous, nos grands-parents, elle a 532 ans cette année. Rien n'a été changé sur la case. On pouvait changer le béton de sol, on pouvait changer les murs et ainsi de suite, mais on nous a demandé de laisser intact. Même les 3 portes, ce n'est qu'une seule qui a été changée. La signification? Oui, je dis, les 3 portes. La première, celle-là, c'est la porte principale. C'est là que tout le monde rentre, tous les visiteurs. Celle-là, c'est la porte, l'accès à l'intérieur de la cour. C'est pour la famille. La 3e porte là-bas, c'est les toilettes du chef. Donc, ceux qui ont construit cette case, ils avaient l'idée de moderniser leur temps. Avant la pénétration coloniale, cette région était subdivisée en 9 provinces, qui sont entre autres Labé, Bouria, Timbo Timbi, Kebali, Kolade Koing, Fode Hadji et Fugumba. Cette dernière cité était la capitale religieuse. Sport dans cette édition d'information. Depuis plusieurs années, la pelouse du stade Fodé Fissa Keita est dans un état dégradé, difficile pour les footballeurs de mieux pratiquer le football dessus. Une situation qui doit interpeller les autorités sportives qui doivent y trouver une solution pour mettre fin aux nombreuses blessures des pratiquants. Mohamed Issa Dassouma. Il y a de cela quelques années, la pelouse synthétique du stade Fodé Fissa de Kindia est fortement dégradée. L'état du stade n'est plus propice à la pratique du bon football. Cet état de détérioration n'empêche pourtant pas l'enceinte sportive d'abriter des matchs. C'est là aux grandes dames des autorités sportives locales. De football à la base, en passant par le championnat national de Ligue 1 et 2, tous profitent de cette pelouse surexploitée depuis plusieurs années. Ici, le sport roi est adulé par la population qui se donne rendez-vous à chaque rencontre pour s'épanouir. Au-delà même de la pelouse qui est la plus préoccupante, le stade Fodé Fissa de Kindia ne possède ni une piste athlétique, ni une main courante, encore moins des canaux d'évacuation. Les eaux à la boue et le sable se déversent sur la pelouse synthétique pendant la saison pluvieuse. À quelques semaines du démarrage du championnat national de Ligue 1, des efforts doivent être consentis pour faciliter la pratique du football à Kindia, une région connue pour avoir produit de meilleurs footballeurs qui ont dignement défendu le pays sur la scène nationale et internationale. Normalement, à chaque fin de saison, il doit y avoir de l'entretien sur ce bisou qui est le seul à date à Kindia pour la pratique du football professionnel. Dans la ville des agréments, de nombreux pratiquants sont blessés à chaque rencontre. Il faut compter la sortie de nombreux sportifs sur civière à cause de l'état actuel de cette installation. Les autorités guinéennes ont promis d'installer les travaux de rénovation de ce bisou pour faciliter la pratique du football sur Mangue Kindi cette année. Nous allons prendre Alexandrine Oloyan qui va nous parler largement du vote aux États-Unis. Bonsoir Alexandrine, quelles sont les étapes clés du processus électoral aux États-Unis depuis l'inscription des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats? Et quelle est la particularité cette année? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Il y a d'abord les primaires et les caucus. Elles ont lieu de janvier à juin de l'année écoulée, où les principaux partis démocrates comme républicains organisent des primaires et des caucus dans chaque État pour sélectionner leurs candidats officiels. Les électeurs choisissent les délégués qui les représenteront lors de ces conventions nationales. Et vous avez ensuite ces conventions nationales des partis où les délégués votent justement pour désigner leurs candidats officiels.
Les candidats à la présidence ou les candidats à la vice-présidence sont officiellement nommés et un programme national, un programme politique est adopté lors de ces conventions nationales. Alors, vient ensuite la campagne électorale en bonne et due forme où les candidats sillonnent les États, participent à des débats, rassemblements et autres meetings pour exposer leur programme et convaincre les électeurs de voter pour eux. La particularité aux États-Unis, c'est que la campagne se poursuit jusqu'au jour du vote, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, dans la plupart des pays africains où la campagne prend fin 24 heures ou 48 heures avant le jour du vote. Et dans les différentes étapes, on peut aussi citer le jour du vote, le jour de l'élection, le 5 novembre cette année, où les électeurs vont aux urnes pour choisir leur candidat. Et on peut inclure dans cette étape le vote anticipé qui a commencé depuis plusieurs semaines dans plusieurs États. Alors la nouveauté cette année, c'est peut-être le vote anticipé qui a vraiment pris de l'ampleur. Près de 80 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée sur les 244 millions d'électeurs. Après le vote, le collège électoral se réunit, c'est au mois de décembre, pour élire officiellement le président et le vice-président. Et c'est là où intervient le vote des grands électeurs. Vous en avez sûrement entendu parler. Et en janvier, il y a la certification des résultats qui est suivie de l'investiture. Voilà ce que je peux dire des différentes étapes de cette élection aux États-Unis. Alors, Alexandrine, comment les États-Unis gèrent-ils le dépouillement des votes et quelles mesures sont mises en place pour assurer la transparence et la précision, j'allais dire, de ce processus ? Je peux dire que le dépouillement du vote se fait manuellement dans certains États et de manière automatique dans d'autres. Et pour éviter les contestations, cette année par exemple, un État comme la Géorgie a introduit une loi pour s'assurer que tous les votes soient comptés. Et dans certains États, des recomptages sont automatiques si la marge entre les candidats est très étroite ou ils font les recomptages à la demande de certains candidats. Nous restons toujours avec vous. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les électeurs sont confrontés le jour du vote et comment ces défis peuvent-ils affecter la participation électorale et l'expression du choix des citoyens ? À mon avis, il n'y a pas de défi particulier pour le jour du vote. Ces défis peuvent être liés à l'affluence le jour du vote, dont certains électeurs qui ont choisi le vote anticipé ont évoqué des craintes de troubles le jour de l'élection, raison pour laquelle ils ont préféré le vote anticipé. Sinon, il n'y a pas de défi assez particulier. Il faut juste pouvoir se lever tôt, cibler son centre de vote et aller tranquillement faire son devoir citoyen. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans ce journal. Merci à vous, Alexandrine. Je rappelle que vous êtes journaliste reporter à la radio-télévision VOA Afrique. C'était tout, l'essentiel de l'actualité de ce mardi 5 novembre 2024. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à nos programmes. À très vite sur la meilleure des télés. Belle soirée.